Voilà, l'enregistrement va donc commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle, Fanny Petitbon. Je suis responsable plaidoyer au sein de l'ONG, CARE France. Je suis basée, à Paris. J'ai, l'immense plaisir, de vous accueillir, aujourd'hui, pour ce webinaire, intitulé, «Héroïnes du climat: comment lutter de pair contre, les inégalités de genre et le changement climatique». Ce webinaire, il est organisé dans le cadre du festival, Génération Equality Voices, qui est un festival, organisé par, ONU Femmes France. C'est la deuxième édition de ce festival. Et il a lieu parce que, sans doute beaucoup, d'entre vous, le savaient déjà, mais s'ouvre dans quelques jours à Paris, le 30 juin précisément, le forum Génération Égalité, qui est un événement, international co-organisé par, ONU Femmes, par, les gouvernements de la France et du Mexique. L'objet de ce forum, c'est, 25 ans, après la conférence fondatrice de Beijing sur les droits des femmes, de faire un point d'étape et surtout de relancer, une dynamique positive, d'accélérer l'action pour lutter contre les inégalités femmes-hommes à travers le monde, en articulant les actions autour de 6 grandes thématiques. Donc il va y avoir, ce qu'on appelle des coalitions d'action qui vont être lancées. Dans ces coalitions d'action, il y a des gouvernements, il y a des représentants des entreprises, il y a la société civile, il y a le milieu de la recherche, des organisations de la philanthropie. Et l'idée, c'est de mettre en commun les forces pour accélérer l'action, les progrès sur certains enjeux. Et il y a notamment une coalition d'action qui s'articule autour des enjeux de justice climatique. Et donc voilà, il y a ce forum-là qui va arriver. Donc il y a une très forte mobilisation de la société civile, y compris à travers l'organisation d'événements comme celui-ci. Cette année, sur les enjeux climat, il y a également la COP26, qui aura lieu donc à Glasgow du 1er au 12 novembre. Cette COP26 qui aurait dû avoir lieu l'an dernier et qui a été reportée en raison de la pandémie. Donc il y a fort à faire cette année, en fait, pour rattraper le retard qui a été pris, notamment en termes de faire avancer les discussions, sur le climat. Pourquoi ce webinaire? Eh bien, parce que nous voulons aborder la rencontre, de 2 des plus grandes injustices de notre époque, à savoir d'un côté, le changement climatique qui touche le plus, les populations qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, à savoir, les populations des pays du Sud, et puis de l'autre côté, les inégalités de genre, donc les inégalités, que subissent, les femmes et les filles à travers le monde, quasiment à travers l'ensemble des sociétés, en termes, d'accès, à l'éducation, à l'emploi, à l'utilisation des ressources, que ce soit les ressources financières, la terre, le crédit, et qui, aussi ont un impact sur la participation des femmes au cercle de décision. Et donc quand, ces 2 injustices se rencontrent, eh bien ça forme un cocktail explosif. Ça alourdit, de manière très forte, la charge, de travail des femmes, notamment dans les pays du Sud. Et donc on est là aujourd'hui, pas tellement pour revenir, sur, quels sont, dans le détail ces impacts, mais surtout qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a déjà des tas d'initiatives qui sont en cours. CARE est profondément convaincu que lutter, contre le changement climatique et les inégalités de genre est quelque chose qu'on doit faire ensemble, on doit briser les silos. Et c'est pour ça donc que nous avons invité 4 intervenantes, 4 héroïnes du climat pour partager avec vous leurs initiatives, leurs engagements en la matière, et pour échanger avec vous sur, où on en est arrivé. Est-ce que ça s'est bien passé? Pas toujours. Quels sont les obstacles à surmonter? Voilà. Alors, je demanderais peut-être juste à Anna de, mettre en mute, Colette. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore, eu le temps de le faire, je vous invite donc à regarder, dans la chat box, on vous invite à un petit moment d'interaction. On vous invite à aller sur le site menti.com, et à rentrer le code qui s'affiche dans la chat box et à, inscrire le nom d'une héroïne du climat qui vous inspire, que ce soit, un grand nom, connu du monde entier ou quelqu'un de votre entourage.
Donc parmi les intervenantes aujourd'hui, eh bien, il y a, Rachel Barré. Rachel, qui est directrice du programme Femmes et climat de la Fondation L'Oréal. Elle est en charge de piloter la mise en œuvre du nouveau programme de développement durable du groupe, qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Rachel a débuté sa carrière dans le département recherche et innovation du groupe L'Oréal, au sein duquel elle a développé et mis en œuvre la stratégie d'approvisionnement durable dont elle nous parlera tout à l'heure. Et puis elle a ensuite rejoint l'équipe, plutôt sur les enjeux de, corporate responsibility. Nous avons avec nous, Colette Benouji. Colette est fondatrice de l'ONG, Lead Chad et on remercie beaucoup Colette, qui fait face, malheureusement à une chaleur, écrasante et qui a dû arrêter son ventilateur pour, ne pas trop perturber, donc on remercie Colette. À travers son association, Colette, vise à améliorer donc le développement des communautés locales, à renforcer, la résilience des communautés locales, y compris, des femmes, en mettant l'accent donc sur les enjeux de genre, de changement climatique, d'autonomisation des femmes au Sahel. Elle a contribué à plusieurs sessions de négociation internationales sur le climat, notamment en tant que membre du réseau climat et développement. Nous avons également avec nous Solène Ducréto. Solène est une journaliste engagée spécialisée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. En 2018, elle a cofondé le collectif Les Engrineuses, un collectif écoféministe à l'origine d'Après la pluie, le premier festival écoféministe de France. Elle est ensuite devenue directrice d'ouvrage. Elle a publié le livre Après la pluie, Horizon écoféministe aux éditions Tana en 2020. Cette année, Solène a créé l'association Les Volontaires. Alors volontaires avec la terre à la fin, pas AI, mais TE2RES, qui met en place des programmes d'aide et d'action écoféministe sur les territoires francophones. Elle nous en parlera. Et puis enfin, last but not least, Wafa Sananes, qui est donc, experte senior en genre, population et développement durable à l'Agence française de développement. Wafa assure le pilotage stratégique et institutionnel des questions de genre au sein de l'institution. Parmi ses travaux en matière de genre et développement durable figurent notamment des pratiques d'enseignement, de la recherche des études de terrain, d'évaluation de politiques publiques, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie du Sud et dans les Caraïbes. Donc voilà, c'est un panel très varié. On a voulu avoir des femmes de différents horizons pour vous montrer l'étendue de l'action en faveur donc de cette lutte à la fois contre inégalité de genre et changement climatique. Alors, est-ce que je pourrais demander à ma collègue Anna, à la technique, de partager avec nous les résultats du Mentimeter sur les héroïnes du climat? Eh bien, sans surprise, on voit donc, Greta, alors ça y est, ça change, hein, le nom de Greta Thunberg, donc, l'activiste climat, de la jeunesse qui, sait, interpeller, les politiciens du monde entier, en leur disant qu'ils ne doivent pas saper le futur de la planète. On voit aussi notre amie, hindoue Marou Ibrahim, avec qui, Colette travaille beaucoup aussi au Tchad, hein, qui, représentante des peuples, autochtones et nomades du Tchad. Cécile Duflot, directrice, d'Oxfam. Françoise Daubonne, écoféministe. Marie Leroy, qui est dans les équipes de Care France, notre responsable climat, grande écoféministe aussi. Vandana Shiva, bien sûr, en Inde. Camille Etienne, une autre activiste, jeune activiste française. Christiana Figueres, qui était, l'ancienne secrétaire exécutive de, la convention cadre des Nations unies. Colette est là, hein, Colette, tu es une héroïne du climat. Wangari Maathai aussi qui, a contribué à la reforestation, en Afrique. Naomi Klein, bon et bah, c'est très chouette déjà de voir ces premiers noms s'afficher. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Anna. Alors, donc on va commencer sur la première question, à nos intervenantes et je vais donc d'abord m'adresser, à Wafa. Et donc la question est, pourquoi l'AFD a décidé de se saisir de ce double enjeu d'inégalité de genre et changement climatique? Et est-ce que ce cheminement, il s'est fait naturellement au sein de votre institution ou est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Merci beaucoup Fanny. Je voudrais remercier Care France pour avoir organisé ce webinaire et remercier toutes les panélistes ici présentes. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Je dirais que ce cheminement n'a pas été facile
C'est un long cheminement intellectuel, que ce soit au plan national, international ou en interne à l'AFD. C'est un peu l'histoire des idées qui nécessitent un travail historique, anthropologique. La prise en compte des inégalités de genre et du changement climatique a mis un certain temps à s'ancrer dans les pratiques, depuis la conférence de Doha en 2012, en passant par la COP20 à Lima, au Pérou, puis jusqu'à la COP21 en 2015 à Paris. Il a fallu tout ce temps-là pour qu'enfin le sujet de l'égalité soit mis dans l'agenda des négociations. Donc l'AFD était aussi à l'image de ce cheminement international qui tend vers la culture de l'égalité, issue d'une vraie volonté politique au plus haut niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État, mais aussi impulsée par un pilotage volontariste propre à l'AFD. Pour rappel de ces moments clés, mais de manière schématique, hein, euh, pour partager un peu ces moments clés, ces étapes clés sur la prise en compte du genre et du climat. D'abord, l'adoption du cadre d'intervention transversale pour la réduction des inégalités à l'AFD en 2014, de 2014 à 2017, puis conformément à la stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes de la France, dans son document 2 de 2013 à 2017, puis actuel de 2018 à 2022, où c'est vraiment des engagements très forts sur la réduction des inégalités, sur la diplomatie féministe. Puis vint l'accord de Paris sur le climat en 2015, où ça a été le premier traité environnemental et sur le climat à reconnaître l'importance de protéger, de promouvoir les droits humains, d'inclure la question de l'égalité femmes-hommes dans le préambule de l'accord. Bien sûr, il y a eu le G7 sous présidence française, ça a été aussi un moment très fort sur la mobilisation internationale et sur la promotion de la diplomatie féministe. Et c'est comme ça que l'AFD, en fait, s'est réapproprié ce mouvement de pensée, pour en faire, un outil opérationnel, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans les projets auprès des contreparties, des pays partenaires et des acteurs partenaires. Ça n'a pas été toujours simple, de plaider la cause de l'égalité quand on parle de la réduction, des gaz à effet de serre ou, d'une trajectoire bas carbone, pensant qu'en fait, ça ne concerne pas nécessairement les populations, ça ne concerne pas nécessairement les inégalités, mais en fait, il était important de montrer que la lutte contre le dérèglement climatique vient s'ajouter à des inégalités structurelles. Et si on ne traite pas ces inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, eh bien, il y aura pas d'impact, il n'y aura pas de changement en faveur d'un environnement sans pollution, sans inégalité. Donc l'AFD, alors, à ce moment-là, s'est vraiment engagée de manière très claire sur deux piliers très importants. D'abord, le 100% climat et le 100% lien social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans toutes les opérations et les projets que l'AFD va mettre en place, eh bien, il y a ces deux piliers, ces deux éléments de base qui doivent structurer nos actions, nos orientations et nos choix. Heu, Être en faveur du climat et entre en faveur du lien social dans l'égalité femmes-hommes, la réduction des inégalités, l'inclusion, la prise en compte des besoins de la jeunesse et des populations, vulnérables. Donc voilà, de manière, opérationnelle, l'AFD a réussi à intégrer, dans ses pratiques, ces 2 questions simultanément. Parce qu'on peut croire qu'à un certain moment, on travaille en silo, le genre d'un côté, le climat de l'autre, mais en fait, on s'achemine vers une approche plus ou moins intégrée, systémique, holistique pour mieux comprendre et agir, sur les inégalités et surtout pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Voilà, merci. Merci beaucoup Wafa pour, ce retour d'expérience et cette franchise aussi sur le fait qu'il y a une démarche globale qui a incité aussi l'AFD à se mettre en accord avec son temps et avec les engagements politiques. Je vais maintenant me tourner vers Rachel, pour savoir quel a été donc le parcours, du groupe et de la fondation, pour arriver, sur ces sujets. Merci Fanny, merci pour cette introduction et merci à Caire pour votre invitation. L'Oréal est un acteur, une entreprise engagée depuis longtemps sur les questions de lutte contre les dérèglements climatiques. C'est également une entreprise extrêmement mobilisée, active sur la question des inégalités de genre.
Et en fait, la prise de conscience du lien entre les inégalités de genre et la question climatique, elle a débuté chez nous de façon très concrète et très pragmatique au sein même de notre chaîne de valeur, en particulier dans le cadre de nos activités de sourcing des ingrédients naturels. On a à peu près 60% de nos ingrédients qui viennent de la nature et beaucoup d'entre eux sont directement liés à des activités de collecte ou des activités agricoles qui sont réalisées, opérées, permises grâce à l'action des femmes. On s'approvisionne dans de multiples géographies. Je ne citerai que quelques exemples. Le beurre de karité au Burkina Faso, par exemple, certains extraits de plantes à Madagascar, des colorants naturels depuis certains États indiens, en particulier le Rajasthan. Et partout, dans chacune de ces géographies et dans chacun de ces territoires ruraux, qui sont déjà très impactés par les conséquences du dérèglement climatique, on voit que ce sont les femmes, en fait, qui sont au cœur des activités de production, au cœur des activités de collecte, et qui subissent en fait de plein fouet ces premiers effets du changement climatique en matière de modification du régime des pluies, par exemple, qui a des conséquences extrêmement importantes sur les rendements agricoles, les rendements de production, mais aussi sur la vie de ces femmes, puisqu'elles ont souvent en charge la collecte de l'eau pour des besoins domestiques, et donc ça allonge leur temps de parcours, ça diminue d'autant le temps qu'elles ont à constituer des activités génératrices de revenus, et pour nous, à la collecte de ces ingrédients naturels, des cas de désertification, de raréfaction des ressources naturelles qui sont à la source principale du revenu de leur foyer très souvent. Et puis, vous le rappeliez au AFA, un rôle de ces femmes dans leur communauté qui, pour des raisons structurelles, culturelles, ne leur permettent pas toujours de participer à plein dans le processus de décision. Donc, on a, nous, très tôt perçu en fait ce lien et cette intersection, et on a choisi d'intégrer notre politique de sourcing durable de façon très opérationnelle avec nos fournisseurs, avec les ONG qui travaillent avec nous sur le terrain, la façon optimale d'accompagner ces femmes dans l'adaptation de leurs pratiques aux conséquences du changement climatique, par une diversification des activités ou une adaptation des pratiques à ce nouveau contexte. Quand on a vu la puissance en fait de ce type d'action sur le terrain à travers nos programmes de sourcing, on s'est dit en 2017 qu'on voulait aller plus loin et engager nos efforts de façon encore plus directe en faveur des femmes leaders de l'action climatique. C'est pour cela qu'on a choisi de s'engager aux côtés du C40 pour cofonder l'initiative Women for Climate, une initiative de mentorat international qui nous permet dans les grandes villes du monde d'identifier et d'accompagner à travers ce programme de mentorat les futurs leaders de l'action climatique, qu'elles soient entrepreneurs, professeurs, militantes associatives, en les accompagnant à développer leurs projets et leur donner de l'ampleur. Et puis, compte tenu de l'engouement pour ce programme et puis des résultats extrêmement positifs de cette initiative, l'année dernière, on a décidé d'augmenter encore notre support à ces femmes actrices en matière de climat, en faisant au sein même des programmes d'intervention de notre fondation d'entreprise un programme dédié à la question des femmes et du climat. Donc, ça a été pour nous un chemin très concret, commençant par la chaîne de valeur et puis très progressif jusqu'à structurer un programme et un plan d'intervention dédié au sein de notre fondation d'entreprise. Merci beaucoup Rachel pour nous expliquer que ce chemin qui a été emprunté et qui semble, c'est du coup le début maintenant sur l'aspect philanthropie, et on espère que ça va se poursuivre. Je vais maintenant me tourner vers Colette. Colette, pour qu'elle nous raconte comment l'ITCHAD en est venue à travailler donc sur ces enjeux à la fois de changement climatique et d'inégalité femmes. Merci, merci Fanny. J'espère que ma connexion, déjà, c'est une inégalité qui s'invite et que vous voyez sans discours. L'ITCHAD, comme toutes les autres organisations du Sahel, et particulièrement les femmes du Sahel, sont des gens qui réagissent aux impacts. Quand je travaille dans le secteur du changement climatique, ou pour les égalités hommes-femmes, c'est juste que je réagis à quelque chose de fort que je vis. Donc, l'idée de mettre en place une organisation pour rassembler des gens et pour unir nos forces, c'est une idée que je dirais juste qui vient de la défensive. Le Sahel est dans un contexte de raréfaction de ressources naturelles et le Tchad
ce pays enclavé vit encore davantage cette problématique. Nous vivons dans une insécurité, je dirais, physique, une insécurité climatique, une insécurité démocratique, parce que ce n'est vraiment pas une nouvelle information pour personne ici. Et donc, toutes ces inégalités croisées font qu'il faut réagir, qu'il faut faire quelque chose si on veut survivre. Et c'est vraiment ce qui nous rend résilients, parce que les organisations qui survivent encore dans le Sahel et particulièrement au Tchad en ce moment, c'est des organisations résilientes, parce que nous faisons face à beaucoup de vulnérabilités croisées. Vous voyez que l'accès au financement est un grand problème. Vous voyez aussi que nous battons avec la sécurité au quotidien. Nous nous battons aussi avec les impacts de changement climatique qui sont tellement forts chez nous, et nous nous battons contre les pesanteurs sociaux. C'est ce qui nous amène directement à mettre les deux batailles sur la même balance, parce que vous voyez, quand on est femme au Tchad, on n'existe pas. On n'existe pas quand je dis ça comme ça, parce que tout ce qu'on fait, c'est d'abord l'homme qui décide. Vous vous rendez compte que tu portes un enfant au ventre pendant 9 mois, et quand tu vois sur la table d'accouchement et que le médecin veut te faire une césarienne, alors c'est ton papa ou c'est ton mari qui doit décider de ta vie. C'est juste un petit exemple pour montrer à quel point nous n'existons pas. L'accès au foncier, c'est tout un tas de problèmes, surtout quand tu vas vers la zone rurale chez nous. Et donc, les textes sont là. Quand tu analyses les textes religieux, quand tu analyses les textes donc, du droit conventionnel, quand tu analyses tout, c'est que la femme a accès à la terre, mais en réalité, elle n'a pas accès à cette terre. Si bien que les bonnes terres, là où c'est encore fertile et tout, c'est l'homme qui prend ça, qui arrache ça, même quand elle n'a pas droit aux successions, même quand le droit, par exemple, quand tu prends les textes de l'islam, la femme doit avoir quand même un tiers voilà, de l'héritage et tout, mais quand on arrive au foncier, elle n'en a pas parce qu'elle est l'éternelle étrangère, et chez ses parents, et chez son mari. Sa belle famille lui refuse certaines choses parce que quand ça ne marche pas avec le mari, elle va rejoindre sa famille. Sa famille dit qu'elle est partante parce que si on lui donne des choses, c'est une autre famille qui va arrêter. Alors, en ballottage permanent, nous sommes obligés de créer donc des idées. Et comme on n'a pas d'argent, on essaie de vendre ces idées sous forme de projets et on reçoit des financements de quelques bailleurs. Et c'est comme ça que je peux citer des actions fortes de l'IPTIAD, comme l'accompagnement des femmes avec le curseur solaire et l'alphabétisation fonctionnelle. L'alphabétisation, pourquoi? Je crois que le premier mal aussi de la femme tchadienne, c'est l'analphabétisme, parce que l'analphabétisme fait autant de dégâts que la pauvreté. Vous voyez, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, si bien que quand elle fait une petite action, il faut un homme qui doit être au secrétariat, il faut un homme qui doit gérer ses finances, et l'homme qui vient faire ça contrôle tout à ce pouvoir. Donc, nous avons dit qu'il faut faire lire les femmes, faire écrire les femmes, même si c'est dans leur langue locale. Et un moyen que nous avons utilisé, c'est de lutter contre les changements climatiques, parce que le Tchad est un pays désertique, parce qu'on a un problème de déforestation. Donc, nous pensons que des curseurs solaires, c'est quelque chose qui va sauver cet environnement donc, de la femme. Et aussi, en faisant ça, elle a un peu de temps pour faire d'autres activités, pour apprendre à lire et apprendre à écrire. Donc, ça, c'est une des actions financées par l'AFD. On avait eu ce financement dans le cadre de la Grande Muraille Verte déjà. Et aussi, maintenant, on est en train de le développer vers le sud du Tchad. Donc, voilà un peu, pour commencer, les grands problèmes ou les injustices croisées qui nous ont amenés vraiment à créer l'IDE-Tchad et à mettre en place ces activités que j'appelle encore des activités de défense, de survie. Voilà un peu, Fanny. Un grand merci, Colette, pour vraiment mettre ton témoignage et ta passion au service de cette cause, parce que je pense que ça parle à beaucoup des personnes qui regardent ce webinaire quand on entend ces discriminations encore terribles à l'égard des femmes. Et donc,
voilà, cette mobilisation est très importante et je pense que ce sera intéressant que tu puisses, nous parler d'autres, éventuellement d'autres projets, plus tard. Alors avant de passer la parole à Solène, on a décidé de faire un peu travailler nos, spectateurs et spectatrices et vous avez un petit quiz qui s'affiche devant vous sur l'écoféminisme, dont Solène va nous parler juste après. Alors, je n'ai pas le droit, ainsi que les intervenantes n'ont pas le droit de voter. Mais par contre, donc nous avons à l'heure actuelle un peu plus d'une cinquantaine de participants et de participantes. Donc allez-y. Alors je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Mais on aura juste les résultats qui s'afficheront. Il n'y aura pas de nom à côté si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas. Et Solène nous fera un décryptage juste après de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Alors, je laisse juste Anna me dire quand on a à peu près un nombre satisfaisant de réponses. On va attendre encore quelques secondes. D'accord. Alors, voici les résultats. Je laisse Solène commenter. Ça marche. Alors, la première question, est-ce que être écoféministe, c'est être écolo et féministe? La majorité a répondu que oui. C'est en fait le tout premier stade pour être écoféministe. On le verra peut-être un peu après. Effectivement, de toute façon, quand on rentre dans le mouvement écoféministe, on y rentre forcément par une porte qui est souvent soit celle du féminisme, soit celle de l'écologie. Donc, combiner les luttes, c'est vraiment la première étape pour ensuite aller développer un peu la philosophie écoféministe et rentrer plus en profondeur sur les... Question numéro 2. Les femmes sont-elles naturellement plus aptes à sauver la planète? La majorité a répondu que non. C'est vrai, effectivement, les femmes ne sont pas naturellement plus douées pour soigner la planète, pour sauver ce qui peut rester du climat. Il se trouve que de fait, les femmes ont plus de tâches en fait dans leur quotidien qui sont liées à la préservation de l'environnement, ne serait-ce que parce que ce sont elles qui sont en charge la plupart des cas de la nourriture, en fait, de la cuisine, d'aller faire les courses pour nourrir la famille. Et de ce fait, c'est elles qui sont en charge de pas mal de décisions autour des sujets qui peuvent impacter le climat. Donc, le conditionnement fait que ce sont elles qui prennent en charge un peu plus toutes ces questions-là dans tous les pays du monde. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles sont naturellement, physiquement, ce n'est pas dans leur ADN de pouvoir mieux s'en occuper. Donc, on espère évidemment que les hommes nous aideront dans toute cette tâche-là. Les mouvements écoféministes existent-ils autre part que dans les pays du Nord? Bien évidemment que oui. Colette en est bien la preuve. En fait, l'écoféminisme, c'est vrai que c'est un mouvement qui est né plutôt dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre dans les années 70. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'en France, le mouvement est en train de prendre en fait et de se développer, même si la première personne à avoir conceptualisé, avoir écrit et inventé même le mot écoféministe, c'était une Française, Françoise d'Aubonne, dans les années 70. Et pour autant, en fait, partout dans le monde, depuis des dizaines d'années, il y a plein de mouvements écoféministes qui se sont créés. On parlait tout à l'heure dans les grands noms d'héroïnes du climat, de Wangari Maathai au Kenya, Vandana Shiva aussi en Inde. Voilà, en fait, il y a vraiment plein d'initiatives qui se sont créées là ces dernières décennies et qui englobe un peu toutes les parties du monde. Et enfin, les hommes peuvent-ils s'engager dans l'écoféminisme?
Bien sûr, effectivement, grosse majorité qui répond que oui. Les hommes peuvent bien sûr s'engager dans l'écoféminisme. L'idée, en fait, c'est de ne pas, au travers de l'écoféminisme, c'est de ne pas renverser le pouvoir pour, rétablir, des mêmes schémas d'oppression, que le système d'oppression patriarcale, est en train de enfin de la façon dont il agit, aujourd'hui. Donc l'objectif de l'écoféminisme, ce serait pas que les femmes prennent le pouvoir, et ensuite remettre en place ces systèmes d'oppression sur les hommes. L'objectif, c'est qu'on puisse toutes et tous être à un niveau d'égalité, d'équité, et qu'on puisse ensemble, en fait, mettre en place des solutions. Parce que il y a une phrase qui résume très bien ça et qui dit qui voudrait la part égale d'un gâteau cancérigène, c'est-à-dire à quoi bon en fait se battre pour avoir l'égalité entre les femmes et les hommes, si c'est pour se rendre compte qu'ensemble, plus personne ne peut plus vivre sur une planète qui est trop polluée ou où on subit trop de changements climatiques, voilà. Et vice versa, en fait, à quoi bon essayer de se battre pour, l'objectif, c'est de faire en sorte à ce que tout le monde soit dans le même bateau et que dans le processus de sauvegarde de la planète, on ne mette pas de côté, encore une fois, la moitié de la population mondiale. Donc voilà, donc bien évidemment, toutes et toutes ensemble, on ira bien plus vite et bien plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Et Amélie, on voit bien la question, on la prendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on va parler du coup, on va passer à l'action. Alors certaines d'entre vous, ont déjà commencé à nous donner des pistes sur lesquelles, vos structures, se sont engagées. Et donc avant de vous demander à chacune de nous dire un petit peu plus précisément, voilà, quelles sont les actions concrètes, on vous propose de visionner, une courte vidéo, sur le travail que CARE mène, en Éthiopie, pour renforcer ce qu'on appelle l'adaptation à base communautaire, c'est-à-dire vraiment, lutter contre les changements climatiques en essayant donc d'inverser, enfin de mieux rééquilibrer les rapports sociaux entre, les hommes et les femmes. معناته ليك نيرفتا ما إنما بني لابوك سيهدروا بهيني عن الحتيني تكك بوكسن أرحلا معنا كل أتاكل تيامدو أتفهانا هي قالب الكيل بسيني مانغو همنا كل ما بابا كل ووعدينا كلا نهتود ما يدقنو ين عد مسيني أسمع دني يعني في يوم أجسنا جمي قعدت مسيني هو مري Merci beaucoup Anna pour cette petite vidéo. Alors je vais me tourner maintenant, vers Colette. Si Colette est voilà. Ah oui. Pour, avoir un peu plus de détails. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné un projet de l'AFD sur, les cuiseurs solaires dans le cadre des travaux sur la Grande Muraille Verte. Quels sont, d'autres projets qui ont été mis en œuvre par Lead Tchad? Voilà. Et à la suite de ce projet avec la Grande Muraille Verte, Lead Tchad a capitalisé quand même des expériences, ce qui a fait que nous sommes en consortium en ce moment avec l'AFDI, financement de l'AFD toujours, pour un projet d'alphabétisation, mais maintenant c'est à destination des femmes membres des organisations paysannes.
Donc, ce projet contribue à la progression de l'alphabétisation de ces femmes productrices et aussi vise à expérimenter une alphabétisation fonctionnelle axée sur les messages que ces femmes paysannes veulent passer et aussi répond à une question où les comités villageois sont donc jonchés des hommes. Tu ne vois pas la place de la femme et avec l'équipement en alphabétisation, ces femmes peuvent un peu arracher des espaces communautaires dans leur travail au quotidien. Le deuxième projet aussi, qui est un projet phare, c'est l'entrepreneuriat rural où on a pu, avec la subvention des microcrédits, renforcer les capacités des femmes et les autonomiser afin qu'elles mettent en place des activités génératives de revenus qu'on a appelées microfinances vertes parce que nous les avons beaucoup plus orientées vers des activités liées à l'écologie comme les cultures maraîchères, comme le développement des artisans qui vont eux-mêmes fabriquer ces cuiseurs solaires sur place. Donc, voilà un peu. Et nous n'oublions pas aussi le rôle de la recherche. C'est pour ça que nous nous engageons beaucoup dans la recherche avec les autres chercheurs des organisations comme ODI ou comme Oxfam pour avoir des évidences. Et ces évidences nous permettent donc de faire des plaidoyers politiques pour cette question de justice, genre et climat qu'on ne peut pas plaider sans avoir des évidences concrètes. Donc, voilà un peu de ce que je peux dire comme des actions phares. Nous avons aussi identifié que les femmes ou les jeunes filles ont besoin des modèles. C'est pour ça qu'on a donc développé une activité de dialogue intergénérationnel. Ça n'a pas duré, c'est une activité de 3 mois, mais qui fait son impact parce que les femmes ont vu devant eux d'autres femmes héroïnes, hein, comme nous le faisons maintenant, qui ont su frayer le chemin dans des conditions similaires aux leurs. Donc, ça, c'est un bon projet. Malheureusement, c'est des projets court terme qui n'ont pas beaucoup d'ampleur. C'est pour ça que nous plaidons beaucoup pour des projets long terme, des actions concertées qui vont faire vraiment d'impact. Et ça, on n'en a pas souvent à cause des financements ou à cause de nos réelles capacités d'élaborer des projets qui vont apporter de l'argent. Voilà un peu ça. Et on manque aussi de personnel. Et c'est le problème de toutes les associations. Au Tchad, hein, beaucoup des associations manquent de personnel qualifié. Nous nous basons sur des jeunes que nous formons. Donc, nos associations sont comme des incubateurs. Les jeunes sont là, ils sont formés, ils vont sur le terrain, donc ils ont de l'expérience. Et dès qu'ils ont de l'expérience, il y a une autre ambition d'aller travailler dans les organisations internationales, des structures qui payent mieux que nous. Et c'est légitime. Nous ne pouvons pas les empêcher, mais ça donne à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut fournir aux associations pour être capable de mener ces actions et de garder ce personnel qualifié avec soi. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à ce niveau, Fanny. Merci beaucoup, Colette. C'est vrai que c'est très intéressant aussi de faire le lien entre... c'est vrai qu'une association locale, on va tout de suite penser à des projets terrain concrètement auprès des populations. Mais ce que vous avez évoqué sur le fait d'avoir ensuite des retours d'expérience, des leçons apprises, des bonnes pratiques qui sont ensuite portées auprès des décideurs, que ce soit au niveau local, au niveau du gouvernement tchadien ou à l'international, pour faire en sorte que ces solutions qui sont éprouvées, qui ont montré leur impact sur le terrain, puissent être répliquées à plus grande échelle, puissent être soutenues. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, sur les défis que vous rencontrez en termes d'accès au financement et de rétention des équipes, on pourra évoquer ça tout à l'heure plus en détail. Je vais maintenant me tourner vers Solène. Solène pour donc nous parler des actions des engraineuses et des volontaires. Oui. Alors, les Engraineuses, c'est une association qui s'est créée en 2018 et qui a pour but de sensibiliser le grand public à la thématique, aux différentes thématiques écoféministes. Parce que c'est vrai que l'écoféminisme est un mouvement un peu tentaculaire où il y a plusieurs branches avec plusieurs riches de plein de diversités qui sont assez chouettes. Et on a eu la volonté de créer le festival Après la pluie qui a eu lieu pour la première édition en 2019, qui était
effectivement le tout premier festival écoféministe de France, justement parce que quand moi j'ai découvert quelques années plus tôt l'écoféminisme, je me suis rendu compte que très peu de contenu existait autour de cette thématique-là et que autour de moi, au final, beaucoup de gens se considéraient écoféministes une fois avoir compris en fait tout simplement ce que c'est et bon, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir développer ça parce que rejoindre un peu toutes nos forces partout en France pour faire converger ces deux luttes-là, c'est à notre sens comme ça qu'on pourra aller résoudre une partie des problèmes qui nous tombent dessus. Donc, on a créé ce festival-là et on a sorti un livre aussi sur l'écoféminisme en France, où on a réuni plein de profils différents, en fait, plein d'autrices et d'auteurs pour prendre la plume et dessiner en fait les nouveaux horizons qui sont en train d'apparaître autour de l'écoféminisme en France. Parce qu'il se trouve que tous les contenus qui existent actuellement autour de ces sujets-là sont des contenus qui soit datent des années 70, quand c'était le plein boom de ce mouvement-là, soit sont des ouvrages spécialisés à l'international, en fait, sur des initiatives qui sont top, mais qui sont à l'international, ce qui fait que d'un point de vue local, en France, on a un peu du mal à s'imaginer à quoi ça peut ressembler, l'écoféminisme. On peut s'imaginer des choses autour de la ruralité, effectivement, parce qu'il y a des problématiques qui sont similaires dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, mais autant, typiquement, quand on habite en ville, dans un milieu urbain, on a un peu plus de mal à identifier quelles pourraient être les problématiques et comment on pourrait agir là-dessus. Et donc, c'est l'objectif qu'on s'est donné avec la nouvelle association Les Volontaires, qui est de venir en fait faire un travail de recherche-action autour des thématiques locales écoféministes en France et puis ensuite évidemment dans les pays francophones pour pouvoir essaimer les bonnes pratiques un peu partout et effectivement venir se poser la question comment, si on vient voir notre société avec un prisme écoféministe en France, en milieu urbain, comment est-ce que ça peut se traduire, dans le milieu du travail, comment est-ce que ça peut se traduire, dans la politique même, comment est-ce qu'on peut imaginer des mesures autour de ces sujets-là. Voilà, et on va venir un peu décortiquer tous ces sujets pour venir ensuite proposer des actions et des initiatives qui peuvent être mises en place. Et en parallèle, il y a un gros travail de cartographie aussi des initiatives qui existent, parce qu'il y a de plus en plus de projets qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se structurer. Et ces projets ont non seulement besoin d'avoir de la visibilité, d'être mis en lumière pour pouvoir se développer, et puis aussi de pouvoir se mettre en réseau, parce qu'il y a énormément de bonnes pratiques qui peuvent être partagées et qui ne le sont pas encore, tout simplement parce qu'il y a ce manque de visibilité et de connexion entre les différents projets. Donc on a la volonté de pouvoir faire ressortir tout ce qui existe déjà, mettre en réseau et puis pouvoir partager tout ça à la fois entre les projets et puis aussi auprès des institutions, du grand public, pour pouvoir contribuer en fait au développement de tout ça. Merci beaucoup, Solène. La tâche est ardue, mais c'est sûr que ce serait certainement intéressant pour tout un tas de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui se demandent comment s'impliquer dans les luttes. Et il y en a certainement pas mal qui existent, donc cette cartographie sera très utile. Alors, je me tourne vers Rachel qui nous a tout à l'heure commencé à nous parler du soutien notamment au C40. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, par exemple, de jeunes femmes qui ont été soutenues, accompagnées par la Fondation, et peut-être nous parler d'un des programmes soutenus par le programme Famille Climat? Oui, bien sûr, Fanny. Alors, ce que je peux faire, c'est représenter un petit peu quel est le cadre d'intervention que la Fondation a choisi de définir sur cette thématique des femmes et du climat. C'est évidemment une thématique qui est extrêmement large, spectaculaire. Nous, la mission qu'on s'est donnée dans le cadre de la Fondation, c'est vraiment de contribuer à soutenir les femmes dans le monde qui sont actrices de l'action climatique. C'est un programme qui débute, qu'on a lancé l'an dernier, comme je vous le rappelais, et qui se structure pour l'instant à travers 2 grands partenariats stratégiques.
Le premier, je le citais, c'est un petit peu notre partenariat historique avec le C40 dans le cadre de l'initiative Women for Climate. L'initiative Women for Climate, c'est un programme de mentorat international et je suis ravie que Solène ait mentionné l'importance d'agir dans les villes parce que c'est évidemment clé. On pense souvent à l'impact du changement climatique en territoire rural. Il y a aussi un grand enjeu climat dans nos villes, là où il y a la majorité de la population humaine, là où la contribution au changement climatique est très importante, mais les besoins d'adaptation sont aussi très, très significatifs. Et on voit qu'il y a des plans d'adaptation qui ne sont pas toujours très inclusifs, et en particulier vis-à-vis des femmes. Et donc, notre ambition là, c'est vraiment d'identifier dans les mégapoles du monde ces femmes qui sont créatives, innovantes, leaders de l'action climatique et de les accompagner dans la conduite de leurs projets à travers un programme de mentorat dans lequel on implique, nous, les femmes leaders dans notre entreprise, qui mettent leur expérience du leadership, de la conduite du projet, de la gestion de coalition, de mobilisation des équipes, des ressources, leur expérience au service de ces jeunes femmes qui suivent d'une part un parcours de formation pour renforcer leurs compétences en matière de leadership au sens large et puis de leadership pour l'action climatique avec ce que ça suppose de spécifique. Et puis en plus de la formation qui leur est délivrée, cet accompagnement individualisé avec des mentors qui sont des femmes et des hommes du monde entier, dont certaines femmes leaders du groupe L'Oréal. C'est un programme qui marche très bien. L'ambition là pour les 3 prochaines années, c'est d'accompagner 600 femmes dans plusieurs dizaines de villes du monde. Cette année, on a déjà le programme qui a été lancé à Barcelone, à Vancouver, à Montréal, Lima, Lisbonne, Paris à venir. Et c'est vraiment une dynamique extrêmement intéressante. Et au-delà de l'apport individuel qu'on peut apporter à ces femmes, c'est aussi la construction d'un réseau et d'une communauté de femmes qui, ensemble, agissent, interagissent et se renforcent en fait dans les challenges qu'elles peuvent rencontrer, les solutions qu'elles activent. Ça, c'est vraiment la partie, on va dire, urbaine, citadine de notre intervention, avec en permanence l'objectif de développer des contenus pédagogiques pour les faire accélérer dans la conduite de leurs actions. Et puis, il y a le pendant rural, agricole, celui qui nous tient à cœur parce que, comme je vous l'expliquais, on le vit au quotidien dans notre chaîne de valeur. C'est comment est-ce qu'on accélère encore le soutien à ces femmes également actrices de la question climatique dans les pays émergents, dans les pays du Sud et en particulier en milieu rural quand elles sont agricultrices. Et on a pour cela, Fanny, vous le savez, mis en place un magnifique partenariat sur les 3 ans qui viennent avec Care France, un programme d'intervention dans 4 pays, l'Inde, le Vietnam, Madagascar et l'Équateur, qui va permettre d'accompagner plus de 5500 femmes, toutes agricultrices, dans l'adaptation de leurs pratiques agricoles au changement climatique, dans l'objectif d'une meilleure sécurité alimentaire, d'un développement de l'autonomie financière, mais également d'un renforcement de leur part de voix dans la prise de décision communautaire. C'est un programme au long cours qu'on commence à construire ensemble avec les équipes de Care en France, évidemment, et puis avec chacune des entités Care dans les pays concernés, et qui, on l'espère, va sur le terrain et de façon très concrète permettre d'apporter une pierre à l'édifice de ces grandes transformations que les femmes sont prêtes à conduire et capables de conduire pour elles-mêmes, leur famille et puis l'ensemble de leur communauté. Et puis au-delà de ces grands partenariats stratégiques, d'une part avec le C40 et avec Care, on conduit de façon plus ponctuelle des initiatives avec, dans cette phase de démarrage de notre programme, un gros focus fait sur l'éducation, puisqu'on se rend compte quand même que cette cause des femmes et du climat, elle reste assez méconnue. Et donc, on essaie de documenter et de faire savoir de façon la plus pédagogique, simple et accessible possible qu'est-ce que c'est que cette interaction et ces intersections entre les questions climatiques et les questions de genre. Quand il a fallu présenter le sujet en interne dans mon entreprise, je me souviens avoir vécu quelques moments assez déstabilisants où les gens nous regardaient avec des grands yeux en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que de reféminiser ces questions climatiques ? Elles nous impactent de façon similaire la crise climatique. » Donc, il faut réexpliquer pourquoi et comment est-ce qu'il faut agir pour être le plus efficace possible. Donc, on a développé des supports pédagogiques, un petit cahier de la Fondation L'Oréal dédié à ces questions famille-climat qu'on diffuse et qui est évidemment en accès libre, qui reprend les grandes statistiques sur
le sujet. Et puis un autre exemple, là, on ouvre une université d'été pour 50 étudiantes africaines dans l'objectif de renforcer aussi leurs connaissances sur ces interactions et ces impératifs d'inclusion dans le traitement de la question climatique avec la True Africa University. C'est un partenariat avec le MIT. Voilà. Un grand merci à Rachel, évidemment, pour cette illustration, à la fois sur l'aspect urbain, sur l'aspect rural. Car France est ravie de ce partenariat, bien entendu, qui débute tout juste et qui promet des résultats très importants, à la fois sur le terrain, mais aussi en termes de partage, de plaidoyer pour emmener le plus grand nombre d'acteurs autour de cette Nexus. Je vais maintenant donner la parole à Wafa. Alors Wafa, Colette a déjà un peu vendu la mèche sur certains projets soutenus par l'AFD. Mais alors, quels sont d'autres projets, d'autres initiatives en cours, notamment dans le cadre des récents appels à financement de l'AFD pour soutenir l'action concrète sur ces sujets? Merci Fanny. Avant de donner des exemples concrets ou d'initiatives que l'AFD a mis en place, je voudrais juste rappeler qu'on va célébrer le Forum Génération Égalité d'ici quelques jours. Et c'est une célébration de la conférence de Pékin des 25 ans. Aujourd'hui, c'est 26 ans après Pékin. Et encore aujourd'hui, nous sommes en train de faire une description des inégalités structurelles que malgré les avancées réelles, les acquis réels des femmes de par le monde, eh bien, on observe toujours beaucoup d'écarts sur le terrain. Et comme l'a si bien dit Colette, ces inégalités prennent la forme de violences envers les femmes, de mutilations sexuelles féminines, de raréfaction des ressources et difficultés d'avoir accès à l'eau. C'est aussi la dégradation de la biodiversité, des cycles de catastrophes naturelles, sans parler pour la région du Sahel et d'autres régions, malheureusement, des crises et conflits, hein, qui s'accompagnent aussi de la crise sanitaire, qui vont arriver pour aggraver les inégalités. Donc vous voyez qu'en fait, d'un côté, nous avons ces écarts et ces inégalités de genre dues à un système patriarcal, nommons-le ainsi, mais aussi ces mêmes populations et ces femmes sont rendues encore plus vulnérables par l'impact du dérèglement climatique. Donc l'aide publique au développement ne pouvait pas ignorer tout cela. Et ça fait déjà longtemps que l'aide publique au développement réfléchit sur la meilleure manière de réduire ces inégalités, de moins aggraver le changement climatique, de, de pouvoir justement permettre aux femmes d'être autonomes, d'avoir accès aux ressources et de participer à la gouvernance. Juste pour dresser un peu le cadre, au sein de l'AFD, nous avons des orientations stratégiques qui rappellent que pour que l'aide publique au développement soit efficace, mais aussi pour défendre les droits des femmes, ce n'est pas seulement la question de l'efficacité, mais pour porter la question des droits des femmes et des filles, on doit systématiquement examiner tous les projets à l'aune du marqueur genre, du cadre de l'OCDE, pour ceux qui ne sont pas et celles qui ne sont pas familiarisés avec le marqueur genre. Les projets, tous sont examinés pour voir si ils ont un impact significatif sur la réduction des inégalités femmes-hommes ou si ils ont comme objectif principal l'égalité femmes-hommes. Donc, partant de ce principe-là, tous les projets, quels qu'ils soient, donc les projets climat, bien entendu, doivent aussi intégrer la question de l'égalité femmes-hommes dans la conception et dans le suivi évaluation. Et en interne, bien entendu, on a aussi fait beaucoup d'efforts en termes de formation, de sensibilisation, aussi bien pour les nouveaux arrivants, les managers, les directions régionales, les départements, pour que tout le monde puisse s'approprier les outils qui permettent cette efficacité et cette prise en compte des droits des femmes et des droits humains. Je pourrais citer deux initiatives qui me semblent parlantes. Il y a beaucoup, beaucoup de projets, mais la première initiative, c'est la facilité adaptation que Fanny connaît très bien
On est aujourd'hui dans la phase 2. La première phase était focalisée sur l'aide aux contreparties, aux États, notamment pour l'élaboration de leurs contributions déterminées nationales sur les différentes composantes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la deuxième phase qui, elle, vise les populations et les écosystèmes les plus vulnérables dans les pays partenaires pour plus de résilience face aux impacts du changement climatique et bien entendu intègre systématiquement un volet genre dans sa méthodologie. Une autre initiative qui est aussi pertinente, c'est le lancement du fonds de soutien aux organisations féministes de 120 millions d'euros sur 3 ans, qui est coporté par l'AFD et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons lancé déjà un certain nombre d'appels à propositions, dont un qui nous intéresse aujourd'hui, porte sur genre et climat de 5 millions d'euros. Il est en cours actuellement et il comprend 2 composantes importantes qui sont l'adaptation et l'atténuation. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment une approche qui a évolué, une vision qui a changé et des outils, des pratiques qui ont complètement changé pour garder à l'esprit que la réalisation des objectifs du développement durable ne peuvent se faire que sur la question du climat et bien entendu de la réduction des inégalités et en premier lieu la question de l'égalité femmes-hommes. Voilà brièvement ce que je pourrais dire. Merci beaucoup Wafa. Et c'est vrai que le fonds de soutien aux organisations féministes est vraiment un pas en avant, une traduction très concrète de la diplomatie féministe française qui répond vraiment à un appel très fort depuis plusieurs années de la société civile sur le fait que les associations locales peinent, comme le disait tout à l'heure Colette, à avoir accès au financement, notamment parce qu'il y a des contraintes très fortes dans les appels à projets. Il y a une déficience de personnes pour rédiger ces appels et donc faciliter cet accès-là est très important pour permettre à ces associations qui ont la meilleure connaissance du contexte, qui ont déjà éprouvé des tas de modèles de projets pour pouvoir les répliquer ou tester de nouvelles approches. Donc, c'est particulièrement bienvenu. Alors maintenant, je vais demander aux intervenantes de nous dire, au-delà des actions que vous menez concrètement, que votre institution réalise, est-ce que vous essayez d'encourager d'autres acteurs autour de vous, que ce soit des pairs, d'autres entreprises ou d'autres organisations de la philanthropie pour L'Oréal, d'autres banques de développement pour l'AFD, d'autres ONG, associations pour l'ITCHAD par exemple, ou le gouvernement. Est-ce que vous essayez de porter, on va dire, cette bonne parole sur l'importance de prendre en compte les enjeux genre et climat? Et je vais d'abord demander à Colette, notamment, de nous parler de ce que l'ITCHAD fait, notamment en termes de plaidoyer auprès du gouvernement tchadien. Voilà. Je suis maintenant en train de participer sur mon téléphone parce que la connexion sur l'ordinateur ne marche plus. C'est vrai que l'ITCHAD essaye, au-delà de ce que nous faisons, d'encourager d'autres acteurs. Par exemple, nous faisons des suivis sur le terrain avec certains membres de gouvernement, des acteurs étatiques, notamment le ministère de l'Environnement ou de l'Action sociale ou de l'Éducation. Et il y avait quelque chose que j'avais oublié de dire, mais c'est une histoire presque de succès de l'ITCHAD dans un village, dans une région, Bahr el Ghazal, une région où la pesanteur sociale et économique est tellement lourde. Au départ, pendant nos actions, nous avons essayé de faire des dialogues intersexes et nous avons vu que les femmes se tournent au nord, les hommes au sud. Et avec beaucoup des actions d'information, de formation, action, au bout d'un an, nous avons réussi à
à avoir vraiment une participation homogène entre les femmes et les hommes. Tous sont restés de même côté et on a pu vendre ça aux gens qui ont fait des missions de suivi avec nous. Nous avons frayé vraiment de l'espace pendant déjà l'élaboration de la PANA en 2009, où les États n'avaient pas beaucoup d'idées sur ce que c'est qu'un projet d'adaptation. Mais les associations locales, souvent renforcées par les communautés internationales, par exemple, moi, dans le cadre du réseau climat et développement, j'ai eu cette chance d'être vraiment au parfum des questions de l'adaptation très tôt et de mettre en place des petits projets d'adaptation qui ont été un modèle donc pour les institutions et parfois même pour les autres organisations. C'est comme ça que nous étions, l'IDCHAD était tout le temps associé dans l'élaboration des politiques comme la politique de la CDN, de la PANA et actuellement de PNA. Et donc, nous nous invitons et nous nous faisons écouter parce que nous apportons quelque chose à l'État et nous essayons aussi de montrer les évidences, comme j'ai dit tout à l'heure, aux acteurs étatiques, même si nous ne sommes pas invités au départ. Et à la fin, je crois qu'on est inclus dans les discussions. Et donc, c'est aussi une démarche de plaidoyer, c'est une démarche de négociation, de dialogue avec l'État qui ne va pas toujours dans le même sens que nous, mais à la fin, il s'agit d'un même objectif. Il s'agit de bien-être de nos communautés. Il s'agit de lutter contre les impacts du changement climatique. C'est ainsi que lorsque j'étais recrutée à côté des experts internationaux d'Expertise France pour l'élaboration de CDN au Tchad, j'ai pu, par cette diplomatie et par ce renforcement de capacités internationales, parce que j'étais tout le temps aussi en interaction avec les autres membres du réseau climat et développement, où je peux citer même CARE France et les autres, sur ce qui est bon pour la CDN dans nos pays africains. Et avec ce renforcement de capacité, j'ai pu convaincre mon État, j'ai pu convaincre, à l'époque c'était le président de la République, à ne pas insérer le charbon dans notre CDN. C'est une histoire de succès où les membres du comité de rédaction de la CPDN peuvent témoigner. Et ça, c'est une action concertée et ce sont ces actions concertées que nous voulons encourager. Aussi, l'année dernière, pour la révision de l'ODD, toutes les organisations de la société civile n'étaient pas invitées. L'ITCHAD n'était pas invité au préalable, mais l'ITCHAD avec WECF France, dans le projet Women 2030, a essayé de faire le shadow report. Donc, à côté, nous avons aussi essayé d'évaluer les ODD du Tchad, et notamment en matière de justice genre. Et arrivé à un moment où on a un document assez structuré, nous sommes partis voir les membres du gouvernement responsables de l'ODD avec ce que nous avons et nous les avons invités à venir valider avec nous notre rapport que nous avons réussi aussi à présenter à New York à côté de leur rapport, mais pacifiquement. Donc, on se fait cette guerre, mais c'est une guerre pacifique et je pense que ça fait évoluer donc la question de l'adaptation au changement climatique, la question des inégalités genre, parce que c'est une question où vraiment il faut défier les mœurs, il faut défier certaines habitudes, il faut oser. Voilà un peu comment nous faisons pour entraîner les autres avec nous, pour amplifier nos actions, amplifier nos voix. Merci. Merci Colette. Donc on voit qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour que la société civile, les organisations de défense des droits des femmes, de la jeunesse, les institutions environnementales soient consultées de manière systématique. On voit qu'il faut encore lutter pour faire sa place. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant sur l'aspect dialogue entre les femmes et les hommes, ce qui prend du temps, on le sait, pour créer un climat de confiance, pour que les femmes se sentent à l'aise de pouvoir exprimer leur opinion, eh bien, ça finit par payer. En tout cas, ça nous donne de l'espoir. Donc, c'est très chouette. Et bravo encore pour le retrait du charbon de la CDN. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être très fiers. Alors du coup, maintenant, je vais me tourner vers Wafa pour que Wafa nous parle notamment du sommet Finance en commun qui a eu lieu en novembre dernier
pour parler donc de l'implication de la France pour essayer d'entraîner d'autres banques de développement avec elle sur cette voie vertueuse. Merci Fanny. Avant d'aborder le sommet Finance en commun, je voudrais revenir sur le leadership que l'AFD a pris sur les questions des ODD et de l'agenda de Paris, de l'agenda pour le climat de Paris. Il y a eu la création en 2011, c'était à l'initiative de l'AFD, du club qui s'appelle IDFC, hein, l'International Development Finance Club, qui représente 26 banques de développement national, régional et bilatéral. Et au sein de ce réseau, il y a eu toute une mobilisation en faveur de l'égalité femmes-hommes, en lien avec le climat, bien entendu. Un des premiers projets qui est sorti de ce club, de ce travail, ça a été la banque turque TSKB qui a investi sur la question de l'égalité au sein du système financier et bancaire. Et donc, suite à ce club qui est très dynamique et souvent présent à la COP, suite à cette mobilisation sur la question de l'égalité, au sommet des banques de novembre 2020, sommet Finance en commun, l'idée a émergé de dire c'est l'occasion justement de porter au plus haut de l'agenda la question de l'égalité en lien avec le climat. Donc, il fallait aussi convaincre qu'il y avait un lien très solide et réel. Il fallait mobiliser les autres banques. Vous savez, le sommet a réuni plus de 450 banques de par le monde. Il fallait faire adhérer un maximum de membres à l'idée qu'on proposait, celle de porter l'agenda genre et climat. Et donc, il y a eu un high-level meeting, une rencontre de haut niveau qui s'est terminée par une déclaration, un engagement de 26 banques signataires en faveur de l'égalité. Alors, quand on dit l'égalité, c'est aussi au sein de ces systèmes financiers et bancaires, mais aussi dans les actions que les banques publiques de développement peuvent porter, sans oublier, bien sûr, la question climatique et l'impact sur les femmes et les filles. Suite à cela, de cette déclaration, il y a eu un engagement de réfléchir ensemble avec la TSKB qui était en lead et ONU Femmes New York. On a réussi à réunir plus d'une cinquantaine d'acteurs autour de cette réflexion. Il y a eu plusieurs travaux, des groupes de travail réunis pour préparer en fait une feuille de route qui va être présentée au Forum Génération Égalité sur genre et finance. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il fallait à un certain moment que l'AFD, en tant que banque bilatérale, mais qui joue un rôle international, puisse arriver à fédérer d'autres acteurs sur cette thématique-là. Et ça a été vraiment une mobilisation formidable. Et j'espère qu'au-delà du FGE, des retombées concrètes vont pouvoir se décliner en termes de financement, en termes d'accompagnement. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, sur déjà l'engagement de l'AFD sur le fonds de soutien aux organisations féministes, parce que le tout, ce n'est pas seulement passer par le souverain, mais aussi par le non-souverain et par la société civile, par tous les acteurs qui peuvent contribuer à la question du genre et climat. Donc voilà à peu près ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. C'était un moment très fort pour rallier toutes les banques publiques autour de l'autonomisation des femmes et en faveur de l'égalité pour justement léguer un meilleur avenir aux générations futures. Merci. Bien, on attend avec impatience de pouvoir prendre connaissance de la feuille de route sur genre et financement dans le cadre du GE. Est-ce que Rachel pourrait nous partager éventuellement donc, des retours sur la mobilisation avec d'autres acteurs du secteur? Oui, merci Fanny. Je peux essayer d'apporter un éclairage qui sera évidemment un peu différent de ceux de Wafa et Colette. Ce qu'on essaye de faire, nous, via le groupe L'Oréal, mais aussi la Fondation L'Oréal sur ce sujet, c'est d'exercer
notre influence à chaque fois qu'on le peut, sous tous les fronts. Dans un premier temps, on a une capacité d'entraînement et d'influence dans notre chaîne de valeur, notamment auprès de nos fournisseurs. Encore une fois, on est très conscient et très concerné par la question de l'impact du changement climatique sur les femmes qui agissent sur nos projets de sourcing durable. Et le fait de développer des projets qui deviennent des projets modèles dont on peut faire état auprès d'autres fournisseurs pour qu'ils répliquent dans leurs propres pratiques, ou de développer des guidelines pour l'action, ou des cahiers des charges qui intègrent de façon conjointe les questions du climat et les questions de genre, c'est un premier niveau d'influence que l'on peut imposer, suggérer, construire et conduire en tant que donneur d'ordre vis-à-vis de nos fournisseurs qui sont pour le coup à la manœuvre et en première ligne dans le cadre de ces approvisionnements. Donc ça, c'est un premier niveau d'influence. Dans le cadre du développement de ces projets, on agit souvent en coalition d'acteurs. C'est rarement des projets qu'une entreprise peut conduire seule. Et donc, on s'entoure d'autres entreprises pour cofinancer ces projets, qu'elles soient concurrentes ou dans d'autres secteurs d'activité. Et donc, c'est pour nous à chaque fois un moment, une opportunité de plaider pour cette cause et de partager notre expérience pour influencer, influer et convaincre à l'action dans cette dimension. Après, en tant que fondation, évidemment, on ne fait pas de plaidoyer, mais on soutient nos partenaires dans les actions de plaidoyer qu'ils peuvent conduire via CARE et nos actions de terrain dans les 4 pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Il y aura nécessairement des actions de plaidoyer qui seront conduites auprès des autorités publiques pour faciliter l'action et créer les conditions pour une implémentation optimale des solutions que nous proposerons. Le C40 également a un très grand rôle d'animation des villes, des grandes villes du monde, dans la mise en place de leur plan d'action climat et dispose d'un groupe de travail spécifique sur les mesures l'inclusivité des plans d'action climat dans les villes. Et à travers l'initiative Women for Climate, nous cherchons à chaque fois à réinjecter et réintégrer la question du genre comme essentielle et prioritaire à traiter dans le cadre de ces plans d'action climat inclusifs. Après, nous pouvons contribuer effectivement à porter le message, comme je le disais tout à l'heure, en documentant la cause, en la faisant connaître au plus grand nombre, soit de façon un peu experte et technique dans nos réseaux de fondations d'entreprises, par exemple. Et le cahier de la Fondation sur les femmes et le climat qu'on a publié en début d'année a été diffusé dans tous nos réseaux, ou encore à travers, par exemple, des communications grand public, des campagnes de communication grand public que nous pourrions être amenés à soutenir, notamment avec CARE, dans les mois et les années qui viennent pour sensibiliser en fait le grand public à ce sujet. Voilà, donc ces différents leviers d'action et d'influence que nous exerçons soit en tant qu'entreprise L'Oréal dans notre chaîne de valeur avec nos pairs ou via les leviers dont dispose la Fondation et ses partenaires. Merci beaucoup Rachel pour ces exemples. Alors, je vois qu'il y a une question pour savoir où est-ce qu'on peut trouver le livret Femmes et Climat qu'a fait la Fondation. Je pourrais le partager dans ce réseau via nos amis de CARE et sinon, vous pouvez le trouver sur le site internet de la Fondation. Ok. Si jamais Anna peut éventuellement aller chercher le lien et le mettre. Parfait. Alors maintenant, je vais demander à Solène, parce que tout ça, ça nous donne envie de faire quelque chose. On n'a pas envie de rester les bras croisés. Alors, en France, aujourd'hui, comment on peut s'engager en tant que citoyen, citoyenne sur ces enjeux et est-ce qu'on peut vraiment faire une différence? Oui, alors effectivement, on peut s'engager de plein de façons différentes. On peut dire qu'il y a trois étapes en fait, en fonction du niveau d'implication qu'on a envie d'avoir autour de ces sujets-là. La première étape, c'est d'un point de vue purement individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à cette convergence des luttes genre et climat?
Il y a plein de petites actions, un peu comme les actions écolo qu'on peut faire, en fait, qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, comme par exemple utiliser son argent pour avoir un peu d'influence. Par exemple, en allant faire ses courses, on peut essayer de privilégier, en fonction de nos moyens bien sûr, mais de privilégier certains produits plutôt issus du commerce équitable. Parfois, ils peuvent être un tout petit peu plus chers, donc évidemment, il ne s'agit pas de se ruiner, mais au moins faire les choix sur ce qu'on peut, par exemple sur des aliments comme le café ou le chocolat, parce qu'il se trouve que les labels, enfin, il y a de plus en plus de labels du commerce équitable qui intègrent cette notion d'égalité de genre dans leur charte. Et donc, acheter un produit issu du commerce équitable, c'est faire un acte de soutien aux femmes des pays du Sud, aux communautés qui travaillent sur le terrain et qui produisent du café ou du chocolat, par exemple. Et voilà, ça peut être un type d'action. Ça peut être aussi des choix qu'on peut faire par rapport à son propre corps, c'est-à-dire utiliser comment dire, des produits d'hygiène menstruelle qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement, comme par exemple les cups menstruels ou les serviettes lavables, les culottes menstruelles. Ça, c'est un débat qui est toujours un peu, enfin, qui n'est pas encore qui ne fait pas encore consensus, mais c'est souvent des solutions qu'on ajoute en fait à ce qu'on a l'habitude déjà d'utiliser, mais qui peut quand même contribuer un petit peu à améliorer un petit peu les choses. Et puis ensuite, si on a envie au-delà de tout ça, de s'investir un peu plus, on peut aller sur un point de vue un petit peu plus global et mobiliser en fait des communautés locales autour d'initiatives. Il y a un exemple que j'aime beaucoup là-dessus, qui est Fatima Wassak, qui, elle, a mobilisé les maires de son quartier à Bagnolet, en région parisienne, parce qu'elle s'est rendue compte que la cantine de son école où ses enfants étaient ne proposait que des repas avec de la viande chaque midi. Or, on se rappelle toutes et tous de la qualité de la viande à la cantine, qui n'est peut-être pas forcément tout le temps du meilleur... voilà, de la meilleure qualité et en fait ces enfants revenaient souvent le soir en disant j'ai faim, j'ai pas mangé à la cantine, la viande n'était pas bonne. Pour lutter contre ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donc mobilisé les maires de son quartier pour faire pression sur la cantine et faire en sorte à ce qu'il y ait une fois par semaine une alternative d'un repas végétarien qui soit proposé. Donc c'est pas une obligation, les enfants ont toujours le choix entre deux autres plats où il y a de la viande et un plat végétarien. Elle a réussi, c'est passé. Et en fait, les résultats qu'elle a pu observer, c'est que déjà, premièrement, le prix de la cantine a un petit peu baissé. Parce que si on retire une part de viande sur une semaine, forcément, ça fait baisser le coût global de la cantine un petit peu. Ça fait de l'éducation pour les enfants sur ce que sont les légumes et voilà, la question de la saisonnalité, tout ça. Et puis en plus, bien sûr, l'idée, c'est de passer par des agriculteurs qui pratiquent une agriculture raisonnée. Voilà, faire venir tout simplement des légumes de saison et pas faire venir des fraises en hiver. Donc ça fait vivre aussi l'économie locale voilà, et raisonnée, donc tant mieux. Et en plus de ça, surtout, ça a donné, ça a mis en fait ces mères, ces mamans au centre des décisions, d'une décision collective, et ça leur a donné un espèce de pouvoir politique dont elles ne se sentaient pas capables avant et pas légitimes. Et au travers de cette action-là, c'est ce que Fatima raconte de ces femmes qui apparemment exprimaient un sentiment en fait de liberté et une reprise de pouvoir sur elles-mêmes et sur leur rôle de citoyenne qui est hyper intéressant. Voilà, et puis bien évidemment, on peut aller encore plus loin en s'investissant d'un point de vue encore plus gros, comme par exemple en montant une mobilisation citoyenne autour d'un sujet qui nous tient à cœur.
Ça peut paraître une montagne en fait de mettre en place ce type d'action, mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a notamment Sarah Durieux avec l'ONG Change.org qui a sorti un livre là-dessus, qui est un espèce de manuel pratique pour monter sa mobilisation citoyenne et qui est hyper intéressant et qui vient justement briser toutes les peurs qu'on peut avoir face à ce type d'action et qui vient redonner en fait de la légitimité à notre propre pouvoir de citoyens et de citoyennes. Bien évidemment, on peut aussi s'investir en politique. Ça, c'est l'étape aussi un peu du dessus. Et encore que, parce qu'avec notre rôle de citoyen votant, on peut aussi faire une différence. Hein. Dimanche, on a encore des élections. On peut, si tout le monde se mobilisait pour favoriser les listes qui ont des vrais enjeux, des vraies propositions d'action autour du climat et de l'égalité de genre, c'est aussi une façon d'agir. Voilà, mais par contre, c'est vrai que dans tous les cas, nous les femmes, je pense qu'on a un gros travail autour de la légitimité de cette question de se sentir en fait, de pouvoir y aller et de prendre confiance en nous-mêmes sur notre pouvoir d'action. Et voilà, oui, est-ce que du coup, on peut vraiment avoir un impact si tout le monde se mobilise? Je pense que tout le monde connaît l'histoire du petit colibri qui veut tout seul éteindre son feu de forêt et qui, au final, y arriverait beaucoup mieux si toute la forêt s'y mettait en même temps. C'est une réalité, évidemment. C'est toujours bien de faire ces actions-là et ça permet aussi de lutter contre l'éco-anxiété qu'on peut ressentir quand on est sensible sur les questions environnementales. Par contre, bien évidemment, les seuls citoyens ne pourront pas changer la donne de façon assez radicale pour avoir un impact suffisant pour faire face à tous les problèmes qui sont en train de nous tomber dessus. On peut faire une partie du travail, le reste, il n'en reste pas moins que ce sont toujours les politiques et les industriels aussi qui ont besoin de se mobiliser. Donc nous, citoyens, on peut faire notre part, on peut faire pression sur les industries et sur les politiques pour qu'eux aussi puissent s'engager. En plus, L'Oréal fait partie des entreprises qui se sont mobilisées là-dessus. Ça montre que c'est possible de le faire. Il faut juste avoir une motivation en interne et un vrai engagement pour pouvoir contribuer à faire changer les choses. Donc chacune a sa part. Il faut juste se mobiliser et puis y aller toutes et tous ensemble. Merci beaucoup, Solène. Je pense que c'est important de parler souvent des limites qu'on s'impose à nous-mêmes. On se restreint, alors qu'en fait, on pourrait vraiment faire une différence. Et il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses idées, de tisser des liens pour avoir plus d'impact ensemble. Alors, il nous reste que quelques minutes. Donc, il y a quelques questions. Alors, je vous propose de sélectionner, de retenir 2 des questions qui nous ont été posées. Une question qui nous a été posée par Fatma Zenou. Elle demande si vous pourriez lui parler des leçons apprises, des bonnes pratiques liées à l'intégration de l'égalité de sexe dans les programmes climat. Et puis, il y avait aussi une question d'Amélie, Amélie Coipel, suite à l'intervention de Solène en tout début sur pour développer un petit peu le point sur comprendre comment les hommes peuvent s'impliquer dans ce mouvement écoféministe sans perpétuer les schémas que nous connaissons, les hommes qui monopoliseraient la parole, les femmes qui se laisseraient guider ou taire. Donc peut-être sur ces 2 sujets, est-ce que je vous laisse réagir, celle qui le souhaite. Je peux tenter un premier niveau de réponse parce que je crois que dans l'exemple de bonne pratique que je voulais partager, justement, il y a la référence aux hommes. Nous, à chaque fois qu'on a essayé de développer des projets pro-femmes, adressant spécifiquement la question du genre pour l'atteinte de nos objectifs climatiques et pour une meilleure résilience des territoires,
Au départ, en tout cas, on s'adressait uniquement aux femmes et on a vite vu que c'était une limite et qu'on ne pouvait pas conduire cette transformation et leur confier cette transformation sans impliquer les hommes. Et donc, on a revu vraiment la façon d'approcher les choses et maintenant, on implique de façon systématique et dès le début, en fait, les hommes et les femmes dans la conduite de cette transformation, mais en s'assurant au moment de l'activation et de l'implémentation qu'elles ont des espaces où elles sont entre elles pour que justement, ces risques de reproduction un peu des inégalités et des schémas un peu structurels, qui les limitent dans leur quotidien à prendre la parole ou à participer aux prises de décision, elles en soient affranchies. Donc voilà, une des bonnes pratiques en tout cas que nous, on a appris par l'action, c'est évidemment d'être très inclusif et que d'adresser la question du genre et du climat, ça ne veut pas dire se passer des hommes non plus pour trouver la solution, mais de bien l'adresser de façon conjointe avec eux. Oui, et puis je peux peut-être compléter en mentionnant que il y a plein de petits outils, en fait, tout simplement, qu'on peut mettre en place dans comment dire, dans notre environnement de travail, par exemple, ou même d'un point de vue associatif ou militant, pour essayer de favoriser cette question d'égalité de genre, notamment le fait, tout simplement, de chronométrer les prises de parole. Il y a de plus en plus d'organisations qui le font, hein, et je sais que Extinction Rébellion, dans certaines de leurs groupes locaux, le font. Certains partis politiques se mettent à le faire aussi au sein même de leurs réunions. Voilà. Et puis avoir quelqu'un qui soit maître du temps pendant les réunions et qui puisse dire « Ah tiens, Robert, ça fait 15 minutes que tu parles, Sylvie n'a pas encore parlé, est-ce qu'on peut changer le temps de parole ?» Voilà. Des petits outils comme ça pratiques qui peuvent permettre aussi de prendre conscience de certains mécanismes qui ont été mis en place sans trop s'en rendre compte, et puis de rétablir un peu la donne. Au-delà de ça, effectivement, pour éviter de répéter ces fameux systèmes d'oppression patriarcale, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Il y a notamment de plus en plus de cercles d'hommes qui se lancent et qui permettent aux hommes de se retrouver en non-mixité. Bon, ça fait un peu débat, hein, parce qu'il y a déjà tellement de choses qui se retrouvent de façon plus ou moins volontaire en non-mixité avec des hommes, mais qui sont spécialisés sur sur la gestion des émotions, justement la déconstruction de la masculinité telle qu'on la connaît aujourd'hui, et le fait tout simplement de favoriser la reconnexion aux émotions des hommes, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes qui sont créés parce qu'on s'est déconnecté de nos émotions. Voilà, justement, on fait juste que rétablir des schémas. Donc, avoir un espace dédié pour pouvoir faire ce chemin de déconstruction, ça peut contribuer à améliorer la situation. Par contre, le problème de ça, c'est que ça vient d'une décision personnelle. Donc, il faut qu'il y ait des hommes qui aient déjà l'ouverture d'esprit de se dire « Ok, je vais passer par ce schéma de déconstruction ». N'empêche que pour ceux qui le souhaitent, maintenant, il y a des outils qui sont en train de se mettre en place pour y arriver. Et au-delà de ça, il y a aussi des décisions politiques, on y revient toujours, qui peuvent améliorer la situation. Et l'exemple que j'aime bien donner à chaque fois, c'est l'exemple de l'Islande, qui en fait est un des pays qui gère le mieux cette question de la charge mentale écologique, qui aujourd'hui est gérée vraiment principalement par les femmes. Notamment parce que l'Islande a mis en place le congé parental longue durée. C'est-à-dire que quand il y a un enfant qui arrive dans le foyer, les femmes ont 3 mois de congé maternité, les pères ont 3 mois de congé paternité, et les parents ont 3 mois supplémentaires qu'ils peuvent se répartir comme ils le souhaitent. De 1 mois et demi la femme, 1 mois et demi l'homme, ou alors 3 mois l'homme, 3 mois la femme, voilà. Et ces congés-là sont obligatoires. S'ils ne le font pas, ils n'ont pas en fait les subventions, enfin ce qui prend le relais sur leur salaire quand ils ne travaillent pas. Ce qui fait que les hommes sont obligés de passer plusieurs mois au foyer à s'occuper de l'enfant et de la famille avec la mère. Ce que ça a entraîné, en fait, c'est que les hommes, en passant plus de temps à devoir gérer les tâches quotidiennes, ont tout simplement vu une prise de conscience écologique beaucoup plus profonde
parce que devoir se poser la question, qu'est-ce qu'on va donner à manger au bébé, quel produit on va utiliser pour nettoyer la maison, et tout simplement avoir les tâches à faire aux côtés de la femme, avec la femme, et avoir les mains dans le cambouis, ça leur fait prendre conscience de plein de choses, et ça leur fait mettre en place des mécanismes, des autonomisations sur le long terme ensuite, sur cette question à la fois du partage des tâches du foyer, à la fois sur la question écologique. Donc voilà, donc au travers de décisions politiques, on voit aussi que dans la société, ça peut aussi changer des choses de façon radicale. Donc voilà, mais voilà, l'implication des hommes, c'est toujours un débat qui mériterait d'avoir plus de réponses à toutes les questions qu'on a. Donc, si vous avez, vous aussi, des bonnes pratiques, n'hésitez pas à les partager, parce que je pense que tout le monde est preneur et preneuse voilà, des petites techniques et des choses qui peuvent être mises en place. Merci Voilà. beaucoup. Et pour nous, en Colette. Afrique subsaharienne, pour nous, il ne faut pas oublier que le fait d'intégrer déjà le genre dans les planifications de développement, les planifications locales de développement, c'est quelque chose qui amène les gens à mettre en place ces planifications. Donc là où il y a déjà des plans locaux de développement, il faut essayer de voir, de visiter pour voir si le genre est intégré. Et je parle toujours du plan climat. Et comme ça, quand on a de financement, on peut mettre en place, en œuvre ces planifications qui intègrent déjà le genre. Et le dialogue intergénérationnel, comme mes deux collègues l'ont dit, le financement de l'Union européenne que nous avons eu pour faire le dialogue intergénérationnel entre les jeunes garçons, les jeunes filles, mais les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est vraiment une bonne pratique, parce que les gens commencent déjà à parler, à dialoguer entre eux. Donc, voilà pour compléter les autres. Merci. Juste un petit mot, Claire, pour dire qu'en fait, j'adhère totalement à ce qui a été dit, très pertinent. Je rajouterais que, comme nous sommes dans le festival Voices, il est très important de donner la parole aux femmes et de faire entendre la voix des femmes. D'ailleurs, sur la question du climat, les voix des femmes deviennent audibles depuis un certain temps. Elles ont un impact. Il faut vraiment œuvrer pour que les femmes retrouvent une place à part entière dans les négociations internationales, dans les actions nationales, et surtout avoir ce leadership en termes politiques et en termes décisionnels qui peut faire changer les choses aussi à côté de la pratique au quotidien. Juste un petit mot, moi je dirais juste sur les championnes. Pour moi, les championnes du climat, ce sont toutes ces femmes qui travaillent au quotidien, qui luttent au quotidien, qui ont la charge du care, et qui sont agricultrices, qui travaillent en tant qu'entrepreneurs ou autres. Toutes ces femmes qui sont dans l'ombre et qui peuvent changer le monde, je dis bravo. Merci infiniment. Merci beaucoup à toutes les quatre. Alors que nous sommes sur le point de conclure ce webinaire, on avait un petit peu de retard, mais je pense que vu la richesse des propos tenus, je vois qu'il y a encore du monde qui est avec nous. Je vais poser une dernière question aux intervenantes avant de conclure, et on a juste une petite question pour le public. On voulait vous demander quel sentiment vous anime après avoir entendu toutes ces interventions, ces réponses à vos questions. Donc, vous pouvez retourner sur le site menti.com, rentrer un code qui est différent du premier et mettre le mot, l'état d'esprit dans lequel vous vous sentez maintenant. Et puis, donc, je vais demander à chacune, alors je vous avais dit en une phrase, mais je vais peut-être vous demander en 3 mots, de nous dire qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller plus vite, plus loin dans votre combat aujourd'hui. Mais vraiment très court. Alors, ok, je commence alors. Oui, très bien, Colette. Oui, je commence. En fait, moi, je dirais quand on démarre un programme où un garçon ou une fille a 10 ans au démarrage, si ce programme dure 10 ans, la fille ou le garçon aura 20 ans, ça serait une personne nouvelle avec une mentalité, je crois, révolutionnée et une mentalité qui sera changée. C'est pour ça que je dis que cette question des inégalités, genre et du changement climatique, demande une action concertée, une action collective, une action long terme
soutenus financièrement. Et dans mon cas, je dirais dans un environnement sécurisé. Parce que la sécurité au Sahel, c'est un problème qui sape vraiment les questions, la progression de la justice, genre et climat. Et voilà que la bonne gouvernance y rajoute. Parce qu'il nous faut un contexte où tous les droits humains se valent. Et la question de genre est une question de droits humains, une question de développement et une question de la vie. Donc, voilà un peu pour moi ce qu'il nous faut pour aller plus loin dans cette problématique. Et je voudrais encore remercier les participants et remercier aussi les organisateurs de ce webinaire, surtout Care France. Ça me va vraiment droit au cœur d'être capable d'exprimer les choses qui ne sont pas souvent exprimées. Merci. Un grand merci, Colette. Pourrais Solène? dire- Wafa aussi. Pardon, mais c'est bon. J'ai la parole? Oui, très bien. Bon, moi, je pense que c'est chacun et chacune d'entre nous devons, à notre niveau, œuvrer en faveur de sociétés plus justes, plus équitables, œuvrer en faveur d'un développement inclusif et durable, éduquer notre jeunesse pour l'avenir sur la question d'égalité, sur le climat, et soyons toutes et tous des colibris dans cette cause que nous défendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Solène? Ouais, je pense qu'il y a un gros travail à faire encore aujourd'hui sur la question de la sensibilisation à la convergence des luttes genre et climat. Des rencontres comme on le fait aujourd'hui, c'est vraiment primordial et c'est urgent en fait qu'on continue de faire, voilà, de créer des choses autour de ces sujets-là. On se rend compte qu'en fait, il y a encore beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Cette convergence des luttes n'est pas encore hyper bien comprise à la fois auprès du grand public, à la fois auprès des institutions ou des politiques. Donc je pense que voilà, répandre la bonne parole et puis sensibiliser un maximum de personnes et d'organisations, c'est aussi ce qui fera changer les choses. Donc continuons toutes et toutes à se mobiliser et à faire des choses ensemble sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Rachel. Petit mot? Je disais en quelques mots pour apporter des choses additionnelles, c'est pas facile. Moi, je filerai un petit peu ce que disait Solène à l'instant. La première pierre à l'action, c'est vraiment l'éducation et la connaissance de nous, de tous, et la capacité à chacun de prendre conscience des enjeux. Et nous, on apporte notre pierre à l'édifice en développant des supports d'éducation, pédagogie, pour éveiller des vocations, éveiller les consciences et les vocations pour que voilà, un nombre croissant de femmes s'engagent en faveur de la mitigation et l'adaptation au changement climatique. Mais au-delà de ces femmes, c'est une information et une sensibilisation globale à faire sur l'urgence à agir en faveur du climat pour garantir l'accès des femmes à leurs droits parce qu'elles sont menacées par cette crise qui nous attend. Eh ben, merci beaucoup pour ces derniers mots. Je vais rejoindre les remerciements à tous ceux qui arrivent là dans la chatbox. Il semble que le public ait été conquis par vos interventions. Donc, un grand merci à toutes les quatre d'avoir pris le temps de nous présenter ce que vous faites, ce que fait votre organisation sur ces enjeux-là, d'avoir été honnête aussi sur le fait que ce n'était pas forcément facile, ce n'était pas forcément gagné d'avance et que c'est encore loin d'être terminé. Mais voilà, avec cette envie de continuer, cet optimisme, cette motivation. Alors du coup, je vais demander à Anna de nous partager le petit résultat de comment vous vous sentez. Eh ben, c'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait, surtout un vendredi après-midi. Le mot espoir, motivation, inspiration qui ressort, la volonté, l'enthousiasme, détermination, passage à l'action, empowerment, joie. Alors ça, si on a mis de la joie dans votre vendredi après-midi, c'est incroyable. La force, enfin le collectif, la lutte. Alors je vois un commentaire négatif, frustration trop court. Alors si c'est ça le seul truc négatif, ça me va. Et l'urgence à agir, le fait de se sentir enrichi, inspiré, le changement, et ben c'est chouette. Et je vais piquer l'idée de Solène sur le fait de planter des petites graines de ci, de là,
pour créer une belle muraille verte, comme nous parlait Colette, pour se mobiliser. Parce que vous l'avez vu encore cette semaine, un rapport donc de la communauté scientifique sur le climat est sorti pour dire que l'engagement pris à Paris en fait n'est pas suffisant, hein. Les États sont engagés à rester sous 2 degrés et si possible 1,5 degré, mais en fait au-delà de 1,5 degré, ce sera vraiment des conséquences catastrophiques. Donc on a un rôle toutes et tous ultra important à impulser ce changement dans nos vies, mais surtout à appeler celles et ceux, les gouvernements, les entreprises dont l'action peut avoir un impact beaucoup plus énorme que le nôtre à changer leurs pratiques. Donc vraiment un grand merci d'être resté jusqu'au bout. Pour les prochaines étapes, donc ce webinaire, on l'a enregistré. On vous enverra le lien après si vous souhaitez réécouter, le partager autour de vous. On fera une petite synthèse des principaux enseignements de ce que vous avez entendu aujourd'hui et on partagera ça dans le courant de l'été. Donc un grand merci à toutes et tous. On fera certainement un autre événement avec des intervenants masculins cette fois-ci. Et, et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et ce qu'on veut, c'est la justice climatique et on la veut maintenant. Merci. À bientôt. Au revoir.